Bonjour tout le monde, bienvenue au cinquième cours de Pouvoir, démocratie, liberté. Aujourd'hui, on va parler en fait de la démocratie, mais plus précisément de la démocratie canadienne, en fait, ce qu'on appelle le parlementarisme de type britannique. Euh, on va aller plus loin que ça, évidemment, parce qu'on va essayer de voir un peu comment fonctionne l'État canadien, de quoi il est composé. On va voir aussi la dynamique du fédéralisme. Puis après ça, on verra aussi comment au niveau politique, les décisions se prennent, comment fonctionne notre système démocratique, autant d'un point de vue de l'électorat que du point de vue de ceux qui sont élus et comment ceux-ci s'articulent, on pourrait dire, dans la dynamique politique canadienne ces jours-ci. En fait, on va voir que l'État canadien est essentiellement composé de trois mécaniques principales. Premièrement, le type d'État, qui est une monarchie constitutionnelle qui vient de notre héritage britannique. Ensuite de ça, on va voir la structure de l'État, qui est en fait une fédération composée de 10 provinces et 3 territoires. Et finalement, ben, notre type de gouvernement, on dit que c'est une démocratie parlementaire de type Westminster. Pourquoi Westminster? Essentiellement parce qu'elle a été copiée, on pourrait dire, ou imitée du modèle britannique. Donc, si vous regardez un peu le schéma juste à côté, on a notre structure est composée en fait d'un gouverneur général qui est représentant de la reine, notre premier ministre et son cabinet des ministres, les ministres et leurs ministères, et ainsi que le Parlement qu'on retrouve à Ottawa, qui est composé de la Chambre des communes et du Sénat. Donc, on va regarder un peu tout ça, puis on va essayer de voir comment ces éléments-là s'articulent ensemble et essayer de mieux comprendre finalement comment fonctionne notre système politique. On dit que le Canada est une monarchie constitutionnelle, ben, essentiellement à cause des deux termes qu'on voit là. Premièrement, monarchie, essentiellement à cause de l'origine britannique, puis du maintien de la reine comme chef d'État. Ici, il peut y avoir beaucoup de confusion parce qu'on a tendance à penser qu'au Canada, le chef de l'État, c'est le premier ministre, comme actuellement, ce serait Justin Trudeau qui serait le chef de l'État. Théoriquement, c'est la reine d'Angleterre, Élisabeth II, qui est la chef de l'État canadien. Mais en pratique, évidemment, Élisabeth II ne se mêle pas de la politique canadienne, a assez peu de regard là-dessus. Donc, dans la pratique, dans les faits, c'est en effet le premier ministre qui devient le chef d'État. Pourquoi c'est comme ça? Ben, ça remonte à l'époque où on était une colonie. Évidemment, cette époque-là, le Royaume-Uni ne voulait pas nécessairement laisser complètement indépendant ou autonome ses propres colonies. Donc, il y avait toujours une possibilité pour la couronne britannique et le Parlement britannique d'avoir son mot à dire dans les affaires de la colonie. Ce qui n'est plus le cas à partir de 1933. Le Canada devient ce qu'on dit un dominion. On a déjà une constitution et puis après ça, ben, on va, avec le rapatriement de la constitution en 1982, on va à ce moment-là, on pourrait dire, souligner la complète indépendance de l'État canadien. Donc, on parle aussi d'une constitution, justement. Le Canada est un État de droit. Donc, il y a une constitution qui définit les règles du fonctionnement de l'État. Généralement, une constitution, dans à peu près tous les États, on en parle, on va parler souvent, par exemple, de la constitution américaine, on y reviendra au prochain cours. On va dire que la constitution est la loi suprême d'un pays, c'est-à-dire que c'est la loi qui est au-dessus de tout. Il n'y a personne, il n'y a pas un individu qui peut se placer au-dessus de la Constitution. C'est ça qui va permettre, ce qui est écrit dans la Constitution, qui va permettre de faire respecter certains droits établis dans l'ensemble de l'État. En plus de ça, ben, on va insérer dans la Constitution, par exemple, des éléments de la structure d'État, le fonctionnement des institutions politiques, comment aussi va fonctionner les relations entre les autorités politiques et les citoyens et les différents groupes qui vont composer la société.
Dans le cas canadien, la Constitution, en plus, elle va être enchâssée d'une charte des droits et libertés, qui encore là va être établie en 1982 au moment du rapatriement. Le père de Justin Trudeau, Pierre-Éliott Trudeau, va tenir fortement à y mettre une charte des droits et libertés. Et cette charte des droits et libertés-là va permettre, jusqu'à aujourd'hui, d'établir, ça le dit, des droits et des libertés pour l'ensemble des individus qui vivent comme citoyens canadiens. Maintenant qu'on connaît là, la dynamique de la monarchie constitutionnelle du Canada, il faut parler d'un autre de ces éléments qui est quand même assez important, c'est-à-dire le fédéralisme ou le fait que le Canada soit un État fédéral. Qu'est-ce que ça veut dire au départ? Bon, partout dans le monde, il y a plusieurs États fédéraux. Ce sont des États, en fait, qui sont composés de plusieurs États. Le Canada, avec ses provinces, ses territoires, les provinces, ce sont plusieurs petits États, si on veut, qui ont chacun leur gouvernement, mais qui se regroupent avec un gouvernement central pour former un tout, un grand État. Même chose aux États-Unis, le terme le dit, États-Unis. Donc, les Américains ont formé un État à partir de plusieurs États. Bon, ils sont rendus une cinquantaine. Et on en retrouve comme ça un peu partout dans le monde. Vous avez par exemple la Russie, l'Inde, le Brésil. Souvent, les grands pays avec des grands territoires vont être composés sur les bases d'un État fédéral. L'autre version qu'on va avoir du type d'État, ça va être, on va dire, un État unitaire, donc un État où il y a un seul gouvernement central. C'est jamais tout à fait vrai. Puis on peut donner un exemple de ça, par exemple la France. La France est considérée comme un État unitaire, mais en même temps, la France est divisée en différents districts où on va avoir des petits gouvernements plus provinciaux, si on veut, qui vont évidemment partager une partie du pouvoir. Donc, l'essence du fédéralisme, elle est là. C'est-à-dire que l'idée est de partager le pouvoir entre le gouvernement central et les autres ordres de gouvernement qu'on va retrouver au niveau des provinces. Dans le cas du Canada, on va baser ça sur deux principes. On va dire le principe d'autonomie et le principe de participation. Donc, le principe d'autonomie, c'est essentiellement que chaque province peut agir librement dans ce qu'on appelle ses champs de compétences. C'est quoi les champs de compétences? Ben, c'est différents domaines. Par exemple, dans le cas canadien, les provinces ont pleine législation ou ont plein pouvoir sur la santé, l'éducation, leur économie et d'autres éléments, les ressources naturelles, puis quelques autres éléments, on pourrait en énumérer quelques-uns comme ça, mais je pense qu'on voit l'idée un peu ici. Donc, et le gouvernement canadien central, lui, va garder des pouvoirs, par exemple, les relations internationales, la monnaie, la Banque centrale, la Poste, pour ça qu'on a Poste Canada. Donc, certains éléments comme ça qui appartiennent, qui sont d'ordre de l'État fédéral, qui sont des pouvoirs fédéraux. Bon, ça n'empêche pas l'État fédéral de piétiner à certains moments dans les compétences provinciales. Là, évidemment, ça va toujours, puis c'est toujours arrivé dans l'histoire canadienne, des moments où le gouvernement fédéral essaie d'intervenir dans des champs de compétences provinciaux, ce qui va créer toujours des relations, on pourrait dire, à certains moments coopératives, mais à d'autres moments conflictuelles entre les provinces et le gouvernement central. Deuxième principe, le principe de participation. Ici, c'est l'idée que les provinces doivent être associées aux prises de décision du gouvernement central. Donc, le Parlement à Ottawa, on va le voir tout à l'heure, le Parlement à Ottawa, sa structure, elle est faite de manière à ce que chaque province puisse participer et ait son mot à dire. Finalement, un autre élément de ça qui est du principe de participation, c'est les transferts fédéraux. En fait, les impôts que l'État fédéral recueille vont être en partie redistribués dans les provinces les moins riches. Donc, c'est ce qu'on appelle en fait la péréquation. L'idée de la péréquation, c'est que
le gouvernement canadien récupère plusieurs points d'impôt des différentes provinces et les provinces moins riches qui vont avoir de la difficulté à financer leur propre programme, par exemple d'éducation de santé, vont recevoir une partie de la péréquation. Donc, historiquement, par exemple, les provinces maritimes, le Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard, ont reçu souvent de la péréquation parce que c'est des provinces qui n'ont pas des économies très fortes, donc ils doivent être aidés par le gouvernement fédéral. Tandis qu'il y a d'autres provinces qui vont payer plus. Par exemple, l'Alberta, qui est devenue très riche à cause de son pétrole. Aujourd'hui, un petit peu moins, on a certains problèmes en Alberta, mais pendant un bout de temps, l'Alberta payait beaucoup en impôts au fédéral, puis c'est de l'impôt qui allait en partie aux autres provinces. Donc, des fois, ça faisait grincer des dents les Albertains, mais ça fait partie de notre structure. Autre point qui est moins marqué ici, mais qu'on voit dans la citation de Pierre Elliott Trudeau quand il dit Canada will be a strong country when Canadians of all provinces feels at home in all parts of the country and when they feel that all Canada belongs to them. C'est en fait l'idée du multiculturalisme. Pierre Elliott Trudeau a voulu, entre autres, faire du Canada un pays où tout le monde se diluerait un peu en termes d'identité dans une grande identité canadienne. L'idée du multiculturalisme auquel, notamment au Québec, des gens vont vouloir s'opposer. On va voir que ça n'a pas tout à fait fonctionné, cette idée-là, même s'il y a des gens qui veulent encore y croire. Reste qu'il y a beaucoup de groupes de citoyens au Canada qui restent attachés à leur propre identité d'une province à l'autre, ou même, par exemple, si on regarde du côté des Autochtones, bien évidemment, les Autochtones vont tenir quand même assez fortement à maintenir leur identité et à la mettre en valeur, cette identité-là. Donc, ce qui vient un peu contrer avec l'idée que Pierre Elliott Trudeau se faisait d'un grand Canada uni où tout le monde se fondrait dans une seule identité canadienne. Le fédéralisme, c'est pas quelque chose qui est fixé dans le temps. Ça évolue au fur et à mesure que l'État lui-même va évoluer, que des politiques sont mises en place, que les gouvernements changent. Les gouvernements, en plus, avec des idéologies différentes, que ce soit, par exemple, bon, là, on peut regarder historiquement le Parti conservateur ou le Parti libéral qui ont été au pouvoir. On va faire évoluer le fédéralisme depuis 1867 dans différentes directions. Donc, ce qui va faire que d'un moment à l'autre, le fédéralisme canadien, le gouvernement central va passer par des phases, on va dire, de périodes de centralisation plus fortes et à des périodes de plus grande collaboration avec les provinces. Traditionnellement, les libéraux ont eu tendance à être beaucoup plus centralisateurs, c'est-à-dire à vouloir amasser plus de pouvoir à Ottawa et appliquer ces pouvoirs-là à l'ensemble du Canada. Tandis que du côté conservateur, on a tendance à avoir opté plus souvent une collaboration avec les provinces, puis à donner du lest aux provinces, puis à laisser les provinces gérer beaucoup plus elles-mêmes leurs propres compétences. Bon. Il peut y avoir des petits moments différents là-dedans, mais historiquement, c'est un peu ce qu'on a observé. Reste qu'on va dire que le fédéralisme canadien est quand même assez fortement centralisé. Donc, le gouvernement canadien a beaucoup de pouvoir, si on veut, pour intervenir dans la politique canadienne sur l'ensemble de son territoire. Il y a 4 éléments qui vont illustrer ça. 4 caractéristiques importantes. La première, on dit les juges de la Cour suprême et ceux des cours supérieures sont nommés par le gouvernement fédéral. On pourrait se demander, ouais, mais encore, ce qui est à voir là-dedans, c'est que les juges de la Cour suprême, ceux de la Cour supérieure aussi, mais c'est les juges de la Cour suprême qui ont le dernier mot, sont ceux qui interprètent la Constitution et qui vont faire appliquer la Charte des droits et libertés. Donc, dans beaucoup de domaines, les juges de la Cour suprême ont la capacité d'intervenir et d'orienter, on pourrait dire, la société canadienne suite à des décisions qu'ils vont prendre. On peut voir un enjeu qui revient notamment aux États-Unis, chez nous aussi un peu, mais avec une fréquence, on pourrait dire, moins forte.
la question de l'avortement. Il a fallu éventuellement, à la fin des années 80, début années 90, que les juges de la Cour suprême interviennent dans un débat qui avait notamment parti au Québec entre un couple dont une femme s'était fait avorter. Le couple était séparé à ce moment-là. La femme s'était fait avorter notamment parce que son ex-mari était violent avec elle. Donc, ça avait, puis le mari, l'ex-mari en question, avait déposé une injonction contre son ex-femme parce qu'il n'était pas content, parce qu'elle s'était fait avorter. Puis là, ben, évidemment, à l'époque, les camps pro-vie, pro-choix s'en étaient mêlés, et ça avait tout ça monté jusqu'en Cour suprême, et la Cour suprême avait établi une décision de dire, ben voilà, l'avortement va être légal au Canada, et ça a un peu tranché la question. Donc, puis ça a un impact sur la société parce que ça a permis aux femmes d'avoir plus de droits sur leur corps. Ça a permis à des cliniques d'avortement d'ouvrir au grand jour, d'offrir ces services-là aux femmes, aux plus jeunes filles qui voudraient se faire avorter. Donc, ça vient changer un peu la dynamique sur certains enjeux à ce niveau-là. Ils peuvent intervenir comme ça sur plusieurs plans, mais je pense qu'ici, on voit un peu l'idée. Ensuite de ça, on dit qu'il n'existe aucun mécanisme inscrit dans la Constitution de participation des provinces à la législation fédérale. Donc, mis à part le Parlement où des députés sont élus de différentes provinces, il n'y a rien d'autre au Canada qui fait que les provinces peuvent participer. On va voir plus loin qu'il y a quelque chose qui s'est organisé, mais c'est pas inscrit dans la Constitution et c'est au bon vouloir du premier ministre canadien de rassembler les ministres des provinces pour discuter avec eux. On va le faire d'un fois, mais si le premier ministre canadien, ça ne tente pas, il n'y a tout simplement pas besoin d'aller de l'avant avec ça. On dit que le Parlement fédéral jouit des pouvoirs les plus importants et possède substantiellement plus de pouvoirs que les législatures provinciales. En effet, la façon que la Constitution est faite, tout ça, comme j'expliquais tout à l'heure, le Parlement fédéral, même si les compétences sont séparées entre les provinces et le gouvernement fédéral, le fédéral peut intervenir assez facilement dans différentes compétences provinciales. Puis on dit qu'il y a un déséquilibre au niveau des ressources fiscales. Ça s'est fait avec le temps et le gouvernement fédéral a réussi à s'attribuer un pouvoir fiscal, donc d'aller chercher des taxes, des impôts, quand même assez important. Donc, juridiquement, il est illimité et il n'y a aucun plafond qui est fixé à son pouvoir de dépenser. Et c'est là que souvent on va choquer les provinces dans la capacité d'intervention du fédéral. Puis on le voit ces temps-ci en temps de pandémie. Il y a une nécessité, le gouvernement fédéral peut intervenir. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont profité de la fameuse PCU, du revenu qui était attribué jusqu'à dernièrement par le gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral peut, par sa capacité à contrôler la monnaie, à produire de la monnaie, intervenir dans les provinces et dépenser de l'argent selon son bon vouloir. Donc, évidemment, quand des provinces ont des moyens plus limités, puis on le voit par exemple au Québec où les ressources en santé, même s'il y a une grande part du budget de la province du Québec qui est mise là-dedans, on a quand même des ressources limitées. Les provinces sont souvent un peu toujours en train de quêter de l'argent auprès du gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral peut décider, ben oui, négocier, on va vous attribuer un peu plus d'argent, un peu moins par-ci. Donc, ils ont un grand contrôle sur les orientations, on pourrait dire, globales. Pour contrer un petit peu la citation tout à l'heure que je montrais de Pierre-Éliott Trudeau, on a celle de Robert Bourassa ici, qui avait été prononcée à la fin des années 80, qui avait notamment, suite à l'échec du lac Meach, des négociations qu'il y avait eu sur le statut du Québec puis sa place dans la Fédération canadienne. Robert Bourassa, juste pour vous rappeler, qui était un libéral, qui a été premier ministre du Québec, puis qui est un libéral, donc un fédéraliste, c'était pas un indépendantiste ou un souverainiste. Il disait, quoi qu'on en dise, quoi qu'on fasse, aujourd'hui pour toujours, le Québec est une société capable d'assumer son destin. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il reconnaissait, même pour un fédéraliste comme lui, il reconnaissait le fait que les Québécois pouvaient assumer leurs propres choix et avaient la possibilité, disons, de contrôler une partie de leur destinée dans la Fédération canadienne. À l'époque, ça avait été très mal vu. Il y a des gens qui disaient, ah ben c'est ça, voilà, Robert Bourassa est rendu un souverainiste, c'était pas tout
pas du tout ça, mais quand même, il reconnaissait que le Québec devait avoir une place distincte, ou du moins devait être reconnu comme société à part du reste du Canada. Je termine la partie sur le fédéralisme, en fait, avec ce qu'on appelle les relations intergouvernementales, c'est-à-dire les relations entre le gouvernement fédéral et les provinces. Il y a deux institutions importantes qui existent puis qui vont articuler une partie de ces relations-là. Comme je disais précédemment, c'est toujours quand même au bon vouloir du gouvernement fédéral. Donc, si le premier ministre décide de ne pas vouloir rencontrer les ministres des provinces, les premiers ministres des provinces, il n'est tout simplement pas obligé. Il n'y a rien dans la Constitution qui le force à faire ça. Donc, au début du 20e siècle, en 1906, on a créé la Conférence des premiers ministres, essentiellement pour améliorer les structures qui permettent à la Fédération canadienne de mener ses affaires. C'est une conférence qui s'est, on pourrait dire, avec le temps, de moins en moins articulée. En fait, plus ça allait et moins le gouvernement fédéral rencontrait les premiers ministres de cette façon-là. Ce qui a emmené le gouvernement libéral du Québec, début 2000, à créer le Conseil de la Fédération. Là, l'idée était d'articuler plus efficacement la coordination interprovinciale. Donc, en fait, l'idée là, c'est, on a créé un conseil de la fédération, c'est une rencontre des premiers ministres des provinces et le premier ministre fédéral est invité à s'y joindre, mais il n'est pas obligé et les premiers ministres des provinces peuvent se rencontrer d'eux-mêmes sans nécessairement avoir le premier ministre du Canada. Évidemment, c'est toujours préférable d'avoir tous les premiers ministres pour qu'ils puissent discuter ensemble, mais ne sont pas tenus de tous se présenter. Donc, ce Conseil de la Fédération-là, qui avait été créé à l'époque à l'initiative du ministre des Affaires intergouvernementales de Jean Charest, qui est Benoît, désolé, j'ai oublié son nom de famille, mais c'est un ancien ministre qui est aujourd'hui professeur juridique à l'Université de Montréal. Donc, c'est lui qui avait eu l'idée de créer ce Conseil de la Fédération et de mettre en place des relations interprovinciales. Encore là, c'est pas un organe qui se réunit chaque année. Par exemple, on va le faire au bon vouloir des provinces et du gouvernement fédéral. Et de temps à autre, ils peuvent se rencontrer, comme on peut être de longs moments non plus sans qu'ils se rencontrent. Finalement, à l'initiative du Québec est apparue l'idée qu'on appelle le fédéralisme asymétrique, c'est-à-dire un fédéralisme où le gouvernement fédéral intervient de façon différente dans les provinces. Par exemple, si on met en place une politique fédérale, plutôt qu'elle soit appliquée pareil à l'ensemble des provinces, on va adapter la politique en fonction des particularités des différentes provinces. Évidemment, dans le cas ici, on va parler des spécificités du Québec, excusez. Et ça a été une des demandes du Québec de dire, puisqu'on est une société distincte, qui n'est pas tout à fait officiellement reconnue, mais qu'on se reconnaît comme telle, ça veut dire aussi que certaines politiques peuvent être appliquées de manière différente pour nous. Donc, sur négociation entre le gouvernement québécois et le gouvernement canadien, on peut voir à ce que des politiques soient mises en place de manière plus flexible pour qu'il y ait des ententes, des arrangements finalement adaptés au Québec. Encore là, ce n'est pas une obligation. Le gouvernement fédéral peut tout simplement décider de ne pas mettre ça en œuvre, mais évidemment, il y a toujours, on pourrait dire, une partie de négociation et si le gouvernement fédéral ne le fait pas, il va toujours avoir un bras de fer avec le Québec. Donc, c'est ce qui conclut, on pourrait dire, toute la partie sur le fédéralisme. Évidemment, ça n'explique pas tout, mais ça donne une idée générale un peu de la dynamique dans laquelle on se retrouve et comment nos gouvernements parlent, négocient ensemble pour faire vivre, on pourrait dire, la Fédération canadienne. On arrive maintenant à un élément important qu'on retrouve dans toutes les démocraties qui se respectent, c'est-à-dire la séparation des pouvoirs. Donc, vous êtes probablement déjà au courant que généralement, dans les compositions démocratiques, il y a un pouvoir législatif, il y a un pouvoir exécutif, il y a un pouvoir judiciaire.
Donc, au Canada, évidemment, on applique cette notion-là et notre pouvoir législatif, dans notre cas à nous, c'est le Parlement à Ottawa, composé en fait d'une Chambre des communes avec les députés qu'on va élire à tous les 4 ou 5 ans et un Sénat composé là, de membres nommés par le premier ministre. On pourra revenir un peu là-dessus. Ici, il faut dire une chose, quand on parle du Canada, je parle en même temps pour les provinces, c'est-à-dire que la structure ici du fonctionnement législatif, exécutif est pratiquement la même, à quelques détails près, que celle des provinces. Donc, à l'intérieur des provinces, comme si on prend le cas du Québec, on a l'Assemblée nationale avec les députés qui sont élus. La seule différence, dans le cas du Québec, on n'a pas de Sénat. Donc, la Chambre n'est pas bicamérale, c'est-à-dire n'est pas deux chambres, chambre basse, chambre haute, chambre des communes, Sénat. Au Québec, on a déjà eu un Sénat par le passé, mais on l'avait aboli il y a très longtemps. Bon, quand je dis très longtemps, c'est au début du 20e siècle. Dans notre cas à nous, si on regarde la structure du gouvernement canadien, donc, on dit que le Sénat est composé de 105 sièges répartis de manière plus ou moins équitable entre les régions. Donc, ici, l'idée du Sénat, c'est d'avoir des gens qui sont nommés par le premier ministre. Ça, c'est remis en question maintenant. D'ailleurs, Justin Trudeau avait mis en place là, un conseil pour proposer des candidats parce que la nomination était devenue très problématique. En fait, elle était devenue partisane. Aller encore aujourd'hui, si vous posez la question à des sénateurs, ben, ils sont soit d'allégeance conservatrice ou libérale, parce que de toute façon, c'est les seuls gouvernements qui ont composé le gouvernement fédéral, ben, c'est les seuls partis politiques qui ont composé le gouvernement fédéral, donc c'est eux qui ont nommé des sénateurs, et souvent le Sénat est vu un peu comme une forme de récompense qu'on attribue à des gens qui ont rendu des services au parti au pouvoir. Donc, quand vous avez des libéraux au pouvoir, ils vont nommer des sénateurs d'allégeance libérale, et quand vous avez des conservateurs, ils vont nommer des sénateurs d'allégeance conservatrice. Justin Trudeau change un peu ça parce que les derniers sénateurs qui avaient été nommés par les conservateurs à l'époque de Stephen Harper avait été problématique. Il y avait eu toutes sortes de problèmes un peu d'abus de pouvoir, d'abus des fonds qui sont attribués au Sénat. Donc, il a fallu faire un peu de ménage là-dedans, mais on n'en est pas complètement à une réforme du Sénat, parce qu'il y en a qui en appellent à une réforme, il y en a qui disent que les sénateurs, comme aux États-Unis, devraient être élus par la population. Il y en a qui disent non. Il y en a d'autres qui disent que le Sénat devrait être carrément aboli, parce que selon certains, c'est un organe obsolète qui ne sert plus aujourd'hui et qui est un truc du passé. Donc, il y a encore beaucoup de débats et ce que ça fait, c'est que la situation, finalement, bouge pas. Le Sénat ne sert pas à rien. C'est pas vrai parce que les sénateurs vont regarder les projets de loi, vont apporter des recommandations à la Chambre des communes. La seule différence, c'est que les sénateurs, comme ils ne sont pas élus, ils ne peuvent pas non plus voter les projets de loi. Ils vont les voter, mais ça faut qu'ils soient acceptés par la Chambre des communes, sinon leur vote donne un peu rien, si on peut dire. Mais ils peuvent quand même apporter des recommandations et c'est là que leur pouvoir est intéressant parce que comme les sénateurs ne sont pas élus, ben, ils sont moins sensibles à toute la dynamique des partis politiques, à vouloir se faire réélire, à faire attention à certaines choses. Donc, ils peuvent être plus francs, on pourrait dire, dans leur approche sur certains enjeux et dire les choses telles quelles. Je vais vous donner un exemple. Il y a une vingtaine d'années, on avait demandé aux sénateurs de se pencher sur la question de la légalisation du cannabis. Bon, vous voyez, ça a été fait là, il y a 3 ans déjà, mais ça a pris beaucoup de temps. Et c'est un sénateur conservateur qui avait été aux commandes, on pourrait dire, du comité qui se rassemblait et qui avait déposé un rapport là-dessus. Et on pourrait penser qu'en tant que sénateur conservateur, ben, il aurait eu tendance à être moins favorable à ça. Au contraire, c'était le sénateur Nolin, Robert Nolin, il est décédé aujourd'hui, le monsieur.
C'est un sénateur. Ce sénateur-là, en fait, avait plutôt plaidé en faveur de la légalisation du cannabis et il avait déposé un rapport important, un rapport d'ailleurs qui est devenu un livre, puis qui faisait état un peu de la situation et qui a mené en 2017 finalement à la légalisation du cannabis au Canada une bonne fois pour toutes. Donc, ça, c'est pour le Sénat. Ensuite, la Chambre des communes. La Chambre des communes, elle est composée de 338 sièges. En fait, elle est répartie selon la population des provinces. On dit qu'actuellement, le Québec est surreprésenté. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une époque où le Québec, on était la province la plus populeuse du Canada et on avait eu un nombre de sièges attribués en fonction de ça. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des provinces qui sont plus populeuses proportionnellement par rapport au Québec, dont l'Ontario. Et en termes de nombre de sièges, ben, la proportion n'est pas tout à fait équivalente. Donc, le gouvernement conservateur a tenté de rétablir ça, notamment en donnant plus de sièges il y a quelques années aux provinces de l'Ouest. Ça lui servait bien aussi parce que généralement à l'Ouest, on vote plus conservateur. Mais ça, on a voulu recréer un équilibre de ce côté-là. Donc, que font ces gens-là? Ben, il y a 4 fonctions ici qu'on donne au pouvoir législatif. Fonction de représentation, c'est-à-dire représenter les citoyens. Quand vous élisez un député, son premier travail, c'est de vous représenter en tant qu'élu par rapport à son comté. On reviendra sur le fonctionnement là, du processus électoral au Canada tout à l'heure. Ensuite de ça, ils ont une fonction législative, c'est-à-dire ils ont la responsabilité d'étudier et d'adopter les projets de loi au fédéral. C'est la même chose au provincial, les députés font la même chose. Ils ont une fonction budgétaire. Le gouvernement doit faire adopter sa politique budgétaire par une majorité de chambres à la Chambre des communes. Donc, ici, puis là, il faut comprendre une chose. Nos gouvernements, notre pouvoir exécutif, on y reviendra tantôt, émane du pouvoir législatif. Ça, c'est une particularité du système britannique, c'est-à-dire que plutôt que d'être complètement séparé comme aux États-Unis, on nomme des députés, on va élire des députés et le parti politique qui obtient le plus de sièges, c'est lui qui forme le gouvernement. Donc, à ce moment-là, les députés du parti qui ont le plus de sièges vont jouer un double rôle. Ils vont jouer le rôle au pouvoir législatif, mais ils vont aussi jouer le rôle du pouvoir exécutif. On reviendra un peu là-dessus. Finalement, on parle de l'imputabilité administrative, c'est-à-dire que le gouvernement, qui est en place, par exemple, en ce moment, comme celui de Justin Trudeau, doit rendre des comptes aux élus. Donc, c'est pour ça que devant la Chambre, devant la Chambre des communes, on va se réunir, qu'il y a une période de questions, que les députés vont poser des questions au gouvernement pour avoir des éclairages sur les actions du gouvernement. On pourrait là, aller beaucoup plus loin dans toutes ces explications-là. Il y a beaucoup plus d'éléments qui comportent ça, mais disons que pour garder les choses relativement simples, on va s'en tenir à ça pour le moment. On parle maintenant du pouvoir exécutif. En fait, comme je disais précédemment, au départ, dans le système canadien comme dans le système québécois, quand on va en élection, on va élire des députés. Les députés, une fois élus, ceux du parti qui vont obtenir le plus de sièges, donc ceux qui vont être le plus nombreux, pas nécessairement majoritaires parce qu'ils peuvent être minoritaires, et quand même former le gouvernement. Donc ceux qui vont obtenir le plus de sièges vont former ce gouvernement-là. Et le chef du parti va devenir le premier ministre. Le premier ministre canadien est quand même quelqu'un, on peut dire, qui a beaucoup de pouvoir. Bon, premièrement, le pouvoir exécutif, on dit qu'il est composé de la reine, du premier ministre et de ses ministres, qu'on appelle le cabinet. Bon, comme je vous disais tout à l'heure, la reine a peu d'influence, donc on n'en parlera pas ici, ça ne sert pas à grand-chose. Le premier ministre, lui, il joue un rôle important. Premièrement, c'est parmi ses collègues qui ont été élus. Il va en choisir pour être désigné comme étant ministre. C'est le premier ministre qui décide ça, c'est lui qui forme son cabinet. Il peut aussi décider de changer et de renvoyer certains de ses collègues sur son banc de députés et de perdre ses privilèges de ministre. Parce que il y a des choses intéressantes à être un ministre quand on est un politicien. Évidemment, premièrement, on a un plus gros salaire. Ensuite de ça, on a des privilèges qui viennent avec ça, puis évidemment, on a du pouvoir lié au domaine auquel on va être. Par exemple, si on est le ministre de la Justice, ben, on a une influence sur des événements qui ont lien avec la justice. Si on est le ministre de l'Économie, ben, on va gérer une partie de l'économie, des choses comme ça.
De plus, le premier ministre, c'est lui qui va décider, on pourrait dire, de l'ordre du jour. C'est-à-dire que les lignes sur lesquelles on s'entend, les actions à prendre, c'est le premier ministre qui a toujours le dernier mot. Donc, ces ministres peuvent proposer, Monsieur le Premier ministre, on a telle chose à faire, il faudrait intervenir dans tel domaine, des choses comme ça. Mais c'est toujours le premier ministre qui va avoir le dernier mot pour dire, OK, on fait ça, OK, on va de l'avant avec ça. Et ces ministres doivent se rallier à lui. Si un ministre n'est pas d'accord avec son premier ministre, ben, il est appelé à ce moment-là à tout simplement démissionner de son poste, ce qui n'arrive pas très souvent, mais ça peut arriver, c'est déjà arrivé dans l'histoire politique du Canada. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le gouvernement, le pouvoir exécutif, et on dit, comme j'expliquais tantôt, qu'ils sont responsables devant la Chambre des communes. Donc, évidemment, ils ne fonctionnent pas en vase clos, ils ne sont pas complètement isolés, comme ils sont aussi des députés, comme ils font partie du législatif. Ils sont responsables, ils doivent rendre des comptes auprès de la population. La façon de le faire, c'est devant les autres députés, ceux qui forment l'opposition, qui vont leur poser des questions, et c'est la manière de rendre des comptes. Évidemment, en plus de ça, ben, on a toujours les médias qui sont là, les journalistes qui vont rapporter les faits, et c'est la façon pour nous d'être informés de ce qui se passe au sein de notre gouvernement. Ça n'empêche pas un gouvernement de tenter d'éviter des questions, de tenter des fois de cacher certains faits, parce que ça fait pas leur affaire. Des fois, on l'a vu, par exemple, avec Justin Trudeau, il peut être mêlé à certains scandales qui vont nuire à son gouvernement. Par exemple, tout juste avant la pandémie, il y avait la question des Autochtones en Ontario. Désolé, j'ai oublié leur nom. Là, ils ont un nom un peu complexe, mais qui avait établi là, des barrages sur des voies ferrées. Et le ministre, il devait gérer ça. Le premier ministre devait gérer cette crise-là. Évidemment, bon, à ce moment-là, on gère ça comme on peut. D'un fois, on fait des actions. D'un fois, on n'en fait pas. Puis, on va être critiqué pour ce qu'on fait. Puis, bon, d'un fois, puis là, ben, les politiciens c'est là qu'ils vont être interviewés par les journalistes. On va voir qu'ils vont, d'un fois, éviter les questions. Ben, c'est toute la dynamique politique qu'on pourrait dire qu'on retrouve en démocratie. D'un fois, qui peut être tout à fait correct, puis d'un fois, qui est aussi lamentable, puis qui va emmener, nous, comme citoyens, une certaine frustration, voire même une perte de confiance à l'égard de nos gouvernements à cause d'un fois un peu de cette dynamique-là. Donc, pour finir, en fait, puis là, ici, quand ça va trop loin, on va dire qu'un gouvernement peut perdre la confiance de la population. Donc, va perdre la confiance dans la Chambre des communes et à ce moment-là, le gouvernement doit se dissoudre et on va repartir, le premier ministre peut dissoudre le Parlement et on va repartir en élection. Ça n'arrive pas souvent, ces choses-là. Mais ça peut arriver. Il y a deux moments où le gouvernement peut perdre la confiance, on pourrait dire, de la population, perdre la confiance de la Chambre des communes. C'est notamment quand il est minoritaire, donc quand il n'y a pas assez de députés pour avoir la majorité du vote à la Chambre. Parce que même si un gouvernement est minoritaire, ben, il peut en effet former le gouvernement puisque c'est celui qui a le plus de sièges, comme actuellement le Parti libéral de Justin Trudeau. Ils sont le gouvernement, mais ils sont minoritaires. Et là, ce qui pourrait arriver, c'est que les autres partis pourraient se rallier puis en demander, comme ça s'est fait récemment, un vote de confiance à l'égard du gouvernement. Et si le vote ne passe pas, le gouvernement doit démissionner et on repart en élection. Ce qui va probablement arriver prochainement, peut-être au printemps ou à l'automne prochain, étant donné la situation minoritaire de notre gouvernement. Donc ça fait un peu l'ensemble de la dynamique entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Je le souligne ici parce que on va voir quand on va parler du système politique américain que c'est assez différent dans son fonctionnement. Ils n'ont pas la même dynamique parce qu'ils ont un système de pouvoir qu'on dit une séparation rigide des pouvoirs et ça amène une autre forme de dynamique. Dans notre cas, à nous, ben, on a un fonctionnement qui est semblable au fonctionnement du gouvernement britannique actuellement à Londres. J'ai déjà un peu parlé du rôle du pouvoir judiciaire, notamment de la Cour suprême. Je passe pas trop de temps ici, essentiellement parce que c'est relativement complexe. Là, on rentre plus dans le domaine du juridique et c'est pas le propre, on pourrait dire, du cours qu'on fait actuellement. Donc, juste rappeler que il y a toute une structure où
à certains moments, quand on va avoir des causes particulières, bien, ces causes-là peuvent partir des provinces. Puis vous voyez, par exemple, on a la structure à partir du Québec, on a des cours municipales, cours du Québec, ça peut monter en cour supérieure du Québec, qui est l'équivalent de la Cour suprême, mais à l'échelle provinciale. On a les cours d'appel pour reporter des causes, parce que quand quelqu'un n'est pas d'accord avec son jugement, on peut le demander une révision de ça. Et finalement, ben, on a l'instance ultime, la Cour suprême du Canada, où là, une fois que les jugements sont rendus, c'est en partie définitif. Donc, mais c'est des processus qui peuvent prendre beaucoup de temps. Des causes qui vont aller jusqu'en Cour suprême, on peut parler de 2 à 3 ans de procédures qui vont mener jusqu'à une décision finale des juges. Donc, je m'arrête là-dessus, je ne veux pas en parler trop longtemps, mais c'est juste pour rappeler, entre autres, que ben, la Cour suprême est là notamment pour s'assurer que les politiques mises en place sont conformes à la Constitution et que tout ça respecte aussi la Charte des droits et libertés canadienne à chaque fois qu'un gouvernement, soit provincial ou fédéral, va mettre en place des nouvelles politiques. On a déjà parlé du pouvoir législatif. J'attire votre attention ici sur un aspect assez important de ce pouvoir-là, c'est-à-dire le processus législatif. En fait, comme déjà expliqué, ce sont les députés qui doivent étudier et voter les projets de loi. Généralement, les projets de loi vont être déposés par le gouvernement, donc le premier ministre avec ses ministres, c'est eux qui vont emmener les projets de loi. Les députés peuvent aussi en emmener, mais ça va être sous l'accord du gouvernement. Les partis d'opposition peuvent aussi le proposer, mais c'est rare. En général, le gouvernement contrôle, comme j'expliquais, l'ordre du jour. Donc, c'est eux qui vont emmener leur propre projet de loi, parce qu'évidemment, ils vont emmener des projets de loi qui vont être en lien avec les intérêts, les idéologies du parti politique, en lien avec le programme qui a été proposé, puis évidemment en fonction de sa gouvernance et des aléas, on pourrait dire, des situations. Comme par exemple, actuellement, dans le cas de la pandémie, ben, on voit que le gouvernement fédéral intervient à différents moments et fait passer des projets de loi en fonction de la réalité dans laquelle on est. Donc, si on vous regardez le schéma juste à côté, vous voyez que c'est divisé en deux, en fait, entre le Sénat et la Chambre des communes. Et il y a plusieurs étapes où on va partir, en fait, du dépôt du projet en bas. On va passer par une première lecture, deuxième lecture. Il va y avoir des études en comité. On va déposer un rapport final. Il va y avoir une troisième lecture. À la troisième lecture, c'est là qu'on va voter le projet de loi et finalement, il va y avoir la sanction royale. Bon, la sanction royale, c'est l'accord du ou de la gouverneure générale, mais encore là, ça reste, on pourrait dire, plus procédural, parce que ça remonte là, à l'époque où encore le gouvernement, la reine, avait une influence sur la politique canadienne et pouvait avoir son dernier mot, mais aujourd'hui, c'est seulement, on pourrait dire, là, une procédure qu'on a gardée pour la tradition. Il y a un élément important, le dernier point, on dit que la discipline de parti joue un rôle dans l'orientation des décisions. De quoi on parle quand on parle de la discipline de parti? On peut parler aussi d'un synonyme, la ligne de parti. C'est que dans notre système à nous, les élus doivent suivre la décision de leur chef. C'est ça qu'on appelle la discipline de parti. Donc, par exemple, autant du côté du parti qui forme le gouvernement que les partis qui sont dans l'opposition, quand on arrive à une entente et le chef dit, ben, on va voter de telle façon, par exemple, pour ou contre un projet de loi, tous les députés doivent se rallier à la décision de leur chef. Ça, c'est le fonctionnement qu'on a ici pour assurer une certaine cohérence. Si un député n'est pas d'accord, ben, il est appelé à ce moment-là à démissionner, à quitter le parti. Il peut rester député, mais il devient à ce moment-là un indépendant. Ça arrive de temps à autre. On voit des fois des députés qui ne sont plus d'accord avec leur parti et partent. Il y en a même qui vont, on va dire, qui virent capot. Ils vont partir d'un parti, ils vont s'en aller dans un autre parti, soit dans l'opposition, ou souvent il y en a qui vont partir de l'opposition pour s'en aller dans le gouvernement. Ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive, on pourrait dire, une fois de temps en temps dans la réalité de la politique canadienne. Mais c'est important la discipline de parti parce qu'entre autres,
il y a des députés qui remettent en question cette pratique-là parce qu'ils disent que finalement, ça minimise beaucoup leur rôle. Ça fait en sorte qu'ils n'ont pas grand-chose à dire et qu'ils deviennent essentiellement ce qu'on va appeler en anglais des backbenchers, des gens qui sont des députés d'arrière-ban, qui sont assis en arrière et qui font tout simplement applaudir suite aux décisions de leur chef. Donc, il y a des députés qui remettent ça en cause et qui disent ben, peut-être qu'on devrait donner un peu plus de pouvoir aux députés et moins concentrer le pouvoir entre les mains soit du chef du parti ou du chef de l'opposition ou le gouvernement, le premier ministre. Donc, encore là, il y a des enjeux, mais on reste avec la même dynamique actuellement. Il n'y a pas de réforme en vue là, prochainement au niveau de cette pratique-là, mais c'est une pratique qui est établie depuis longtemps et qui anime, entre autres, la politique canadienne et québécoise. Mais c'est important d'en prendre connaissance parce que ça nous aide à comprendre aussi les actions qui sont portées par les partis politiques et comment ils prennent leurs propres décisions. Dernier point, non le moindre, le processus électoral canadien. Bon, il faut décortiquer ici certaines choses. Première des choses, au Canada, comme dans plusieurs démocraties, on va appliquer le suffrage universel. Ça veut dire qu'à partir de 18 ans, tout le monde qui devient citoyen d'un pays a le droit de vote. Ensuite de ça, on dit scrutin uninominal à un tour. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, c'est important parce que ça a beaucoup d'impact sur le fonctionnement de nos élections. On dit scrutin uninominal à un tour parce que dans notre cas à nous, au Canada comme au Québec, vous l'avez probablement déjà constaté, notre territoire est divisé en circonscriptions. Et comment ça fonctionne? C'est que pour chacune des circonscriptions, il y a des gens qui vont se présenter pour des partis ou soit seuls, mais généralement pour des partis politiques, ils vont devenir des candidats aux élections. Nous, notre rôle comme citoyen, quand on vient le temps des élections, ben, on va dans notre circonscription voter pour une des personnes qui se présentent. Donc, généralement, ça va être des personnes associées aux partis qu'on connaît, par exemple libéral, conservateur, Bloc québécois, NPD, Parti vert, etc. Et on va voter, selon notre choix, pour une de ces personnes-là qui est le candidat dans notre circonscription. Quand on dit scrutin uninominal à un tour, c'est qu'il y a un seul tour, parce qu'il y a des endroits qui vont faire plus qu'un tour. Par exemple, en France, pour les présidentielles, on va tenir un tour et un deuxième tour de vote pour éliminer des candidats. Dans notre cas, nous, il y a un seul tour. Et où est-ce que nous, c'est problématique, c'est que c'est un peu comme une course. C'est-à-dire que pour gagner la circonscription, donc gagner le siège pour devenir député, il suffit d'avoir le plus de votes. Pas d'avoir 50% plus 1, mais tout simplement d'avoir le plus de votes. Donc, si vous êtes plusieurs candidats dans une circonscription, mais par exemple que vous obtenez, disons, 38% des voix, mais que les autres ont moins que vous, bien, vous allez gagner. Donc, puis ici, il y a un problème parce qu'on va remarquer, si vous avez obtenu 38% des voix, d'un certain côté, c'est de dire qu'il y a quand même 62% des gens qui n'ont pas voté pour vous, qui ont choisi d'autres mondes. Et c'est le candidat qui a le plus de votes, qui a le 38%, qui va gagner. Donc, là, ici, on peut se poser la question, cette personne-là, est-ce qu'elle représente bien l'ensemble des électeurs de sa circonscription? C'est sûr que comme député, peu importe son parti, ses allégeances, c'est son rôle de représenter tout le monde. Mais évidemment, c'est pas toujours le cas. Et là, il y a du monde qui vont dire, qu'est-ce que ça me donne d'aller voter si finalement c'est toujours le même où on est assuré d'un gagnant, puis ça va faire en sorte qu'il y a des gens qui vont pas voter. Et ça va amener aussi à ce qu'on appelle une distorsion du vote, ce système-là. C'est-à-dire que la façon que les résultats peuvent arriver, puis la compétition comme ça dans chacune des circonscriptions, va faire en sorte que des fois, il y a des partis politiques qui vont gagner les élections, qui vont devenir le gouvernement, mais avec moins de votes que d'autres partis. C'est déjà arrivé au Québec, par exemple, où en 1998, le Parti québécois était devenu le gouvernement du Québec, majoritaire, mais il avait obtenu moins de votes au total que le Parti libéral. Pourquoi? Parce que si on prend la carte du Québec,
Dans les circonscriptions, le Parti québécois avait remporté toutes les circonscriptions en dehors de la région de Montréal. Mais comme dans la région de Montréal, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de votes qui se font là, les libéraux en avaient remporté beaucoup à l'époque, mais ils n'avaient pas remporté assez de circonscriptions. Donc, il y avait eu plus de votes, mais moins de circonscriptions, puisqu'il avait fait que le Parti québécois, à ce moment-là, avait formé le gouvernement. Ce qui amène à dire qu'il y a des gens à vouloir changer notre mode de scrutin. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir un scrutin uninominal à un tour, il y a des gens qui voudraient qu'on ait un scrutin proportionnel. C'est-à-dire que vous obtenez un nombre de sièges en proportion du nombre de votes obtenus. Je vous dirais qu'il y a une majorité de démocraties actuellement dans le monde qui appliquent le système proportionnel. En fait, le scrutin uninominal à un tour, il ne reste plus beaucoup de monde qui pratique ça. Il y a nos voisins américains qui ont ça. Même de où on s'est inspiré, les Britanniques, pour ce système-là, les Britanniques l'ont changé eux-mêmes parce qu'ils remarquaient les problèmes que ça pouvait apporter. Et il reste, je pense, si je ne me trompe pas, l'Australie qui a aussi un modèle britannique de démocratie et qui ont gardé le scrutin uninominal à un tour. Donc, on est devenu, en termes de pays, une minorité dans le monde qui utilise ce type de système-là, qui fonctionne mieux quand vous avez juste deux partis, parce que là, la distorsion du vote, elle est moins prononcée. Mais quand vous avez beaucoup de partis, comme c'est le cas actuellement au Canada, où on a au moins 5 partis politiques qui sont capables de remporter des sièges, ben là, ça dilue beaucoup, puis à ce moment-là, ça crée une carte un peu particulière. Puis vous remarquez, si vous observez un peu la carte juste à côté, on voit l'obtention des sièges, le nombre de sièges obtenus et un petit peu là, les résultats que ça va donner. Donc, par exemple, quand c'est rouge, ben, on voit que les libéraux en ont remporté plus. Quand c'est rouge pâle, ben, c'est parce qu'ils ont eu plus de sièges, mais ils n'ont peut-être pas eu tous les votes, comme on voit au Québec, par exemple, actuellement. Et puis il va regarder, si on regarde toutes les provinces de l'Ouest, on va voter à majorité conservateur, mais les libéraux ont quand même remporté le gouvernement, mais là, dans ce cas-là, minoritaire avec 157 sièges. Donc, on voit juste en haut la répartition des sièges entre libéraux, conservateurs. Le conservateur, c'est plus Andrew Scheer qui est le chef, on a changé, c'est maintenant Aaron O'Toole. Bloc québécois, Yves-François Blanchette. Jagmeet Singh pour le Parti des néo-démocrates. Et Elisabeth May, encore elle aussi a démissionné et c'est maintenant une nouvelle dame, j'ai oublié le nom, c'est tout à fait nouveau de la semaine passée, qui est devenue la chef du Parti vert. Donc, c'est ça. On a un système un peu particulier qui est un héritage du 19e siècle, mais qu'on n'a pas beaucoup changé, puis qu'aujourd'hui, ben, amène beaucoup de critiques vu son fonctionnement. Malheureusement, les partis au pouvoir, ce système-là a tendance à les avantager. Et quand vient le temps de parler de réforme, comme c'est arrivé dans le premier mandat de Justin Trudeau, on a parlé pendant un an de temps de réformer le scrutin. Même Justin Trudeau, il avait dit que c'était pour être le dernier comme ça. Il est revenu sur sa décision, on n'a pas réformé le scrutin et on reste encore avec le même vieux modèle qu'on a qui est malheureusement plus très fonctionnel aujourd'hui. En conclusion, que peut-on dire? Ben, comme vous avez pu voir, le système canadien, c'est quand même un système assez complexe. Et ici, comme je soulignais les grands traits, on n'a pas parlé de tout. Il y a beaucoup d'autres éléments qu'on pourrait considérer que j'ai probablement laissé de côté, même certains que j'ai oubliés, que je ne pense pas nécessairement à dire, mais on voit qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce système-là. Et c'est dans celui dans lequel ben, on vit, c'est notre système politique, c'est notre modèle de démocratie qui est loin d'être parfait. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait retravailler, des éléments à reformer, à réformer pour améliorer ce système-là, mais évidemment, c'est des choses qui bougent lentement. Changer la Constitution, changer le système politique, ça demande l'accord des provinces, ça demande une volonté de tous les gouvernements, centrales comme provinciales, de mettre ça en œuvre. Donc, ça ne se fait pas du jour au lendemain, comme on pourrait dire. C'est ce qui conclut en fait notre partie sur le parlementarisme canadien. Je souhaite une bonne semaine à tout le monde et on se revoit pour le cours 6 où on va parler là, de la démocratie américaine et on va pouvoir la comparer en fait avec notre système canadien. Merci, à bientôt.